Ma surdité, elle a été diagnostiquée assez tardivement, c'est-à-dire j'avais 16 ans et par pur hasard, en fait, ma sœur avait un rendez-vous chez un médecin ORL pour faire des tests auditifs et ma mère m'a dit bah, écoute, tu vas aller aussi faire des tests. Ma sœur est restée 10 minutes dans la cabine pour faire des tests et moi je suis restée à peu près, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure de mémoire, ça a été assez long. Et quand on est revenu face au médecin, il nous a dit mais en fait votre fille a une surdité bilatérale de 50% et je ne sais pas comment elle a fait pour faire jusqu'à maintenant, en fait au quotidien. Voilà. Des symptômes ou peut-être des indices qui auraient pu révéler ma surdité, je ne pense pas. Je suis quelqu'un qui peut être assez dans la lune. J'étais une enfant qui jouait toute seule, mais j'étais bonne élève. Après, justement, je me suis dit peut-être que j'étais bonne élève justement parce que je me concentrais énormément pour faire de la lecture labiale avec mes différents professeurs. J'étais souvent devant parce que j'avais besoin justement d'être proche d'eux. Avec du recul, je me dis peut-être qu'on aurait pu détecter ma surdité plus tôt. Mais voilà, c'est comme ça. En sortie d'études, je suis sortie avec un master en sciences du langage. Alors ce qu'il faut savoir qu'en fait, sciences du langage, ça ne forme pas véritablement à un travail. On peut continuer en faisant une thèse ou en cherchant à devenir linguiste. Moi, je me sentais pas encore les épaules pour faire toutes ces démarches-là. À 18 ans, j'ai fait une demande de RQTH, du coup, pour être reconnue en tant que travailleur handicapé. Donc c'est vrai que je cherchais un travail qui soit en lien avec la surdité, mais qui soit pas forcément orienté vers la linguistique. Donc j'ai envoyé quand même des CV, des lettres de motivation. Au début, je cherchais vraiment un travail qui soit axé sur la surdité, et vu que je ne trouvais pas, je cherchais un job alimentaire, du coup, comme on dit. Mais c'est vrai que c'était pas facile, même commerçant, vendeuse, on m'a souvent refusé parce qu'on me disait que la surdité, ça allait être une problématique, je n'allais pas pouvoir prendre le téléphone, je n'allais pas pouvoir échanger avec les clients. Et au final, j'ai quand même trouvé un travail de vendeuse dans une petite boutique où c'était assez cocooning comme ambiance. Et où là, pareil, en fait, c'est toujours quand on tombe sur des gens qui sont compréhensifs, qui prennent le temps d'écouter vos besoins et de vos demandes d'adaptation, en fait, que tout cela peut se faire. En fait, si on tombe sur des gens qui sont à l'écoute, normalement, il n'y a pas de souci. Quand je suis arrivée, du coup, au Centre national d'information sur la surdité, je me considérais comme malentendante, c'est-à-dire j'avais une perte auditive bilatérale assez importante, mais qui ne nécessitait pas encore beaucoup d'aménagement de poste. C'était plus des bonnes pratiques que mes collègues et mes responsables ont mis en place. C'est me regarder, ne pas me parler quand j'étais de dos, peut-être prendre des notes écrites de temps en temps. Et avec le temps, en fait, ma surdité, elle a évolué, donc ça a été beaucoup plus difficile pour moi. Et c'est là que j'ai fait une demande d'aménagement de poste. Notamment, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées pendant le premier confinement, où là, il y a eu beaucoup d'échanges téléphoniques, il y a eu beaucoup de réunions en visio, c'était plus en présentiel. Tout ce qui était finalement logiciel n'était pas forcément encore adapté à la population sourde ou malentendante. Donc c'est vraiment là que j'ai fait la démarche de demander un aménagement de poste adapté à ma situation. Donc je me suis adressée à mes responsables qui, eux, se sont également tournés vers des prestataires, des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et ensuite, j'ai pu tester différentes aides techniques pour trouver les aides qui, finalement, étaient compatibles avec mes besoins. J'ai par exemple un outil qui me permet de relier mon téléphone à mes appareils auditifs en Bluetooth, ce qui permet que j'entende très bien les conversations téléphoniques. Je ne suis pas limitée là-dessus. Ça peut être utilisé sur ordinateur également. Et si besoin, je sais que je peux faire appel à un interprète en langue des signes ou à une transcription simultanée de la parole si besoin. Alors la langue des signes dans mon milieu professionnel, c'est un atout. C'est pas grâce à ça forcément que j'ai trouvé du travail, mais c'est toujours un plus. Et notamment, je me souviens, comme vendeuse, quand il y a des clients qui arrivent et qui sont sourds et qui communiquent en langue des signes, les autres collègues étaient, on ne sait plus vraiment comment faire. Du coup, moi j'arrivais et du coup, je pouvais communiquer avec eux, même pour des choses très simples. Qu'est-ce que vous cherchez? Comment est-ce que je peux vous aider, etc. Donc c'est vraiment un atout. C'est pas ce qui fait un travail, sauf si on veut devenir interprète ou traducteur, mais pour moi, c'est un vrai plus sur mon CV. Il y a différents obstacles que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle. C'est soit, je dirais, des obstacles communicationnels, c'est-à-dire des personnes qui ne me comprennent pas, qui ne se souviennent pas que je suis sourde ou malentendante, parce que faut quand même le dire, la surdité, c'est un handicap invisible, donc il faut souvent répéter nos besoins,
regarde-moi, parle-moi en face, ne cache pas ta bouche, ne fume pas, ne mâche pas de chewing-gum, ne me parle pas quand tu es loin, ça ne sert strictement à rien, ne hurle pas, etc. Donc c'était plus des choses comme ça, des personnes qui me disaient mais je comprends pas, avec telle personne tu l'entends bien, mais telle personne tu l'entends pas. Limite on me disait est-ce que tu le fais pas exprès de ne pas entendre? Non, malheureusement j'entends mieux les aigus que les graves, voilà, ça arrive. D'autres personnes c'est l'inverse. Donc il faut toujours expliquer sa situation et ses besoins. Après, il y a les obstacles, on va dire, techniques. La technologie n'est pas 100% fiable. Dernièrement, lors d'une réunion, j'avais un outil technique qui me permettait de faire une transcription des échanges qui étaient autour de moi. En fait, l'outil technique ne fonctionnait pas, donc je me suis retrouvée un petit peu coincée à ne pas comprendre tout ce qui était dit. Il y avait des gens à distance, des gens en présentiel, et c'est vrai que là, dans ces moments-là, par dire, en fait, bah, excusez-moi, mais là, c'est compliqué pour moi, je ne vais pas pouvoir suivre tous les échanges. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Est-ce que vous pouvez faire un effort? Et moi, je vais essayer de mobiliser, on va dire, un peu toutes mes capacités, toute ma concentration pour être au maximum avec vous. Si j'avais des conseils à donner à une personne sourde ou malentendante qui cherche à s'orienter professionnellement, c'est de ne pas se limiter. En fait, tout est possible. Il ne faut pas hésiter à expliciter ses besoins, à en parler autour de soi, à ses collègues, à son responsable, et à chercher des ressources ou des structures qui peuvent nous aider. Il y a forcément quelqu'un qui peut nous aider autour de nous, faut rien lâcher. Après, c'est pas forcément facile, mais une personne sourde ou malentendante, souvent, on lui dit quand on l'engage, et ben justement, elle est vraiment là pour un travail et elle sait se mobiliser, elle a franchement de la ressource. Bon courage. Du coup, voilà.